Peuple de France, bonjour, bonsoir. La France va mal. Là, c'est vraiment très très tendu en ce moment. Les vaches à lait de l'arrière-garde de la République sont les victimes d'un véritable programme d'extermination fiscale. Exsangue, ils croulent sous les dettes et l'impôt. En ce moment, évidemment, c'est la période. Hagards et trahis, ils déambulent tels des zombies sans espoir dans une société qui leur est devenue hostile. C'est moi qui l'ai écrit. Donc, je le pense. Pendant ce temps-là, le chef de gouvernement et toute sa clique s'auto-plébiscitent avec un grotesque vote de confiance. Manuel Valls avait demandé la confiance, il l'obtient, c'est une confiance relative, mais c'est une confiance qui lui permet de continuer à gouverner comme il l'entend. Ils ont confiance, ils sont en confiance, apparemment. Plus personne ne peut les blairer, ils ne représentent plus rien, ils sont rentrés dans les négatifs au niveau des sondages, mais ils ont confiance. C'est-à-dire que c'est un petit groupe de gens, ils se disent « T'as confiance ? Ouais, j'ai confiance ». Donc là, je veux dire, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Moi qui ai un certain culot, j'aurais jamais osé sortir des conneries pareilles. Mais bon, vote de confiance, que je vous dise. Se foutre de la gueule du monde et humilier les plus humbles d'entre nous est devenu un jeu de l'esprit en vogue à la cour du royaume de France. Ainsi, la très galante courtisane Triviller, Trierwiller, exactement la prononciation du nom, nous apprend que notre souverain, François Dernier, dernier des derniers, tu peux pas, c'est François en dessous des derniers, plus rien. Ben lui, François, il aime, dans l'intimité de sa couche, affubler les plus démunis du joyeux sobriquet de 100 dents. Faut pas déconner. Vous noterez ici l'esprit taquin et potache de notre souverain. Et c'est un professionnel qui vous le dit. Non, c'est les 100 dents, il y a quand même une notion humoristique assez intéressante. Enfin, c'est très humiliant, évidemment, mais bon, il essaye, il fait de son mieux. Mais il n'en est pas à son coup d'essai, François. Vous vous souvenez sa plaisanterie sur les Algériens ? Ça n'avait pas marché, mais il avait tenté, regardez, souvenez-vous. Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui va vous quitter peut-être pour aller en Algérie, il en revient, sain et sauf, c'est déjà beaucoup. Il n'y a que devant ses maîtres que François se montre un peu plus sérieux. Docile, veule, c'est à vomir. Souvenez-vous, devant Netanyahou, regardez-le. Je vais tenter, dans un hébreu moins fluide, mais tout aussi sincère, de vous répondre. Tamid et Shaer, Raver Shel Israël. Je suis votre ami et je le serai toujours. J'aurais été obligé de chanter. Je l'aurais fait. Pour l'amitié entre Benjamin et moi-même, pour Israël et pour la France, même en chantant aussi mal que je chante, car je chante mal, j'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Am Israël, Am Israël, Am Israël, Am Israël, Am Israël, Am Israël. Vous l'aurez compris, la France va mal. Les gens n'arrivent plus à payer leurs impôts, ils n'arrivent plus à bouffer, ils en ont marre. Ils en ont plein le cul. Regardez ce qui se passe. Il y a le loyer, la taxe d'habitation, il y a la fiche de paie qui est descendue malheureusement puisque je suis en arrêt de maladie. Avec son arrêt maladie, cet agent de sécurité ne touche plus que 789 € de revenus. Un fonctionnaire lui a donné ce formulaire de délai de paiement pour ses 989 € d'impôts. Au-delà des délais, certains demandent des remises, comme cette retraitée pour environ 500 € d'impôts en plus à payer. Sa demande d'allègement a été refusée. Je rentre pas dans les catégories au fond des restos. Je ne sais pas s'ils en font beaucoup par contre, parce que les gens s'en vendent pas trop. L'an dernier, plus de 200 000 personnes ont réclamé un allègement ou la suppression pure et simple de leur impôt. L'administration ne divulgue pas le nombre de demandes accordées. Alors les gens, est-ce qu'on peut payer en 3 fois ? On regarde 10 fois. Et puis le plus étonnant, c'est qu'en plus ils font des cadeaux fiscaux à ceux qui n'en ont pas besoin. Ouais. Pas ceux qui gagnent 1500 mais par jour. Non mais c'est atroce. Et d'ailleurs je dois dire que moi je gagne pas 1500 par jour, mais bon, beaucoup plus que la moyenne. Moi ils me font des cadeaux fiscaux. Je l'ai dit dans la dernière vidéo, 200 000 ils m'ont donné, avec votre fric. Non mais j'ai honte, mais...
Avec votre argent. Mais tout est dans le bouquin. Hein. Tout est dans le bouquin. Hein. Il y a tous les documents, tout ce qui vont... c'est page 112. N'hésitez pas d'ailleurs à acheter le bouquin, à découper la page et vous allez aux impôts. Puis vous leur dites, j'ai pas le droit à 200 000 €. Hein. S'ils le donnent à un dangereux criminel comme moi, antisémite, néo-nazi, fraudeur, mangeur d'hommes, j'imagine que la vache à lait moyenne, elle peut quand même pouvoir solliciter quelque chose. Hein. Essayez, hein. Faut tenter. Hein. Vous pouvez même poser la question au ministre de l'économie, hein, le nouveau là. Appelez son ministère, vous l'appelez, écoute, je sais plus comment il s'appelle, Macaron Pistache là, et puis tu lui dis, Macaron Pistache, j'ai des problèmes, pourquoi t'as donné 200 000 € aux négros, chez les socialos, pour obtenir quelque chose, il vaut mieux apparaître comme un voyou, un peu une racaille, ils préfèrent, je sais qu'ils payent quasiment pas. Je sais qu'ils ne payent pas des impôts, là. Thévenoud, vous avez vu? Regardez Thévenoud. Thomas Thévenoud quitte le gouvernement pour des raisons personnelles. Puis très vite, le vocabulaire s'affine. L'ex-secrétaire d'État ne déclarait pas ses revenus et ne payait plus ses impôts depuis plusieurs années. Ironie de l'histoire, en juin dernier, ce proche d'Arnaud Montebourg, ancien membre de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac, vient défendre l'exemplarité en tant que porte-parole du groupe socialiste républicain et citoyen à l'Assemblée nationale. La République exemplaire, c'est le renforcement des sanctions pénales pour ceux qui fraudent, pour ceux qui n'en remplissent pas leur devoir fiscal. Membre de la mission d'enquête parlementaire dans l'affaire Cahuzac, il n'avait pas eu de mots assez durs pour l'ancien ministre délégué au budget. Quant aux fraudeurs, il les exhortait en octobre dernier à faire repentance. Thévenoud, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, pareil, il a dit qu'il fait une maladie, une phobie de l'administratif. Cahuzac, lui, il mettait son argent en Suisse. Et c'est des centaines de milliers de... Ouais, donc, puis les autres, maintenant, ils s'inventent des diplômes. Ah non, chez les socialistes, au niveau du mensonge, ils sont balèzes. Ouais, il y a, comment il s'appelle, Cambadélis. Bon, il a un BAP mécanique, apparemment, il se démerde bien. Et puis, mais bon, pour faire de la politique, il a échangé ça en doctorat. Doctorat, économie, sciences, politique, tout, enfin, quelqu'un de compétent. Vous dites, vous, qu'il a usurpé son doctorat, qu'en gros, il a triché avec ses amis de l'Organisation communiste internationale et avec la fac. Il a triché, c'est-à-dire que pour rentrer en doctorat, il faut avoir au préalable un DEA ou un DESS. Or, il n'a aucun des deux. Et je documente de manière très précise la façon dont il s'y prend, en clair, en discutant avec son directeur de thèse, qui est un sociologue qui est mort depuis, qui s'appelait Pierre Fougirolas. Et voilà, il ne produit pas dans son dossier d'inscription les diplômes. Christiane Taubira aussi. Bon, elle avait son CAP coiffure, elle était bien. C'est vrai qu'elle l'a reçu avec mention. Et puis elle faisait aussi les permanentes. Mais bon, là, elle s'est inventée 2 doctorats, sociologie, astronomie, biomoléculaire de mes couilles. Elle a même un permis de Jeep lunaire, je crois, pour aller sur la Lune. Ils s'en foutent. Ils se donnent tous les permis du monde, c'est normal, elle est ministre, donc l'autre elle va avoir sa pote qui est ministre de l'éducation. Tiens, tu peux me signer les machins. Et je vais être chirurgien dentiste en sortant de là. De toute façon, arracher un chicot, franchement, pas besoin. Faut pas déconner. Le plus drôle, évidemment, ce sont les leçons de morale de toute cette équipe. Moi, Delanoë, putain, lui, il est méchant. Il nous explique que moi, je suis un délinquant fiscal. Écoutez-le. L'extrême droite elle-même est bousculée et dépassée par pire qu'elle. La haine, qu'est-ce qu'elle représente, M. Mbala Mbala? Vous parlez de Dieudonné? Je parle de M. Mbala Mbala. Oui, bien sûr, je crois que c'est son nom, mais son nom d'artiste, c'est Dieudonné. Monsieur Dieudonné, qui est un représentant du système, qui est un homme qui a mis en place un système commercial extrêmement rentable, est en même temps un délinquant fiscal. Il a été 6 fois, attendez, il a été 6 fois redressé fiscalement. C'est donc un délinquant fiscal. Deuxièmement, ce monsieur organise son insolvabilité. Non mais la diffamation. Rendez-vous devant les tribunaux, Bertrand. Je peux pas laisser passer des trucs comme ça. Attends, c'est quoi? Pierre, c'est un culot incroyable. L'autre, il est entouré dans son parti, c'est que des malfrats, des délinquants de tous les genres. Hein, et l'autre, il me traite à moi, honnête contribuable. Hein, il me salit et tout est dedans. Page 108, vous avez mon bordereau de situation fiscale. Donc là, vous voyez tout ce qui se passe. Vous voyez bien qu'il ment. Il dit n'importe quoi, l'autre.
Moi, j'ai payé plus d'impôts que lui. Et puis lui, il joue avec l'argent public. Putain, merde, non, faut regarder son calme, d'ailleurs. L'autre, entre deux séances de massage à Marrakech, il se permet d'arriver, oui, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bertrand, bon, allez, ferme-la. Hein. Je veux dire, attends, il va où l'autre ? De toute façon, les médias, ils sont en train de disparaître. Hein. Eux aussi, ils ont titré pendant que j'avais mon affaire au début de l'année, là. Dieudonné doit de 15 ans d'impôts, il n'a jamais payé d'impôts. Mais c'est dingue, hein. Et là, vous allez vous rendre compte à quel point la presse vous ment. Hein. Vous allez voir tout ça dedans. C'est cette même presse qui vit aujourd'hui, évidemment, sous perfusion avec l'argent public, votre argent. Parce qu'autrement, plus personne ne s'intéressait. Pour ça, on a demandé une commission d'enquête parlementaire, ce qui est normal. Hein. Ben, il faut qu'un député pose la question à l'Assemblée. Mais bon, il y en a déjà, au début, on en avait un. Là, ils ont, je sais pas combien. Ah, ben, ils sont intéressés, hein, ceux on s'est rapproché de plusieurs. Les frondeurs aussi devraient aimer ça. Hein. Parce que l'affaire Dieudonné a provoqué des atteintes graves et répétées à la personne et au bien. Moi, je parle pas de... Cette affaire a révélé surtout des dysfonctionnements majeurs dans l'action gouvernementale, notamment entre les services des ministères de l'Intérieur, du Budget et de la Justice. Elle a également provoqué au sein de la communauté nationale des craintes profondes quant à l'impartialité et l'indépendance du Conseil d'État. Le Conseil d'État, même à l'étranger, les mecs, rendre une décision en moins de 2 heures. Même pas en 5 minutes, ils l'ont rendu en 20 minutes. 4 pages. Même moi, quand j'écris assez vite, hein, c'est impossible. On a fait les calculs l'autre jour. C'est impossible. Donc il avait déjà préparé, quoi. À tel point que le vice-président de la plus haute juridiction administrative française a dû se justifier. Ah, il a dû se... Mais là, je pense qu'il va le faire devant l'Assemblée. Hein. C'est normal. On ne peut pas faire n'importe quoi indéfiniment. Qui peut croire, après l'affaire Dieudonné, à l'indépendance de la justice ? J'en ai parlé, ma dernière, elle a 4 ans. Elle me dit, papa, j'y crois pas. Merde, je me suis dit, merde, comment ça va se passer alors ? Puis il y aurait tout un tas de questions. On a envie de poser à Jérôme Cahuzac, c'était le ministre délégué du budget. Par décision, en date du 1er février 2013, vous avez accordé, Jérôme Cahuzac, une remise fiscale d'environ 200 000 € à Dieudonné. Pour quelle raison ? Il faut répondre. En avez-vous informé le président de la République et les autres membres du gouvernement ? Question à Bernard Cazeneuve, actuel ministre de l'Intérieur, à l'époque ministre délégué du budget. La remise fiscale d'environ 200 000 € accordée à Dieudonné a été validée définitivement sous votre ministère le 30 novembre 2013, c'est-à-dire quelques semaines avant ma première date à Nantes. Ouais. En avez-vous informé le président de la République et les membres du gouvernement pendant l'interrogation ? Si oui, à quelle occasion ? A. Lors d'une réunion privée à l'Élysée. B. En Conseil des ministres. C. Dans les couloirs d'un ministère. Ah, il y a le choix. Ils ont le choix de répondre. Et Christiane Taubira, comment expliquez-vous, Christiane, qu'une remise fiscale d'environ 200 000 € a été accordée à Dieudonné le 1er février 2013, alors même qu'à cette date, les peines amendes auxquelles Dieudonné avait été condamné depuis plusieurs années n'avaient toujours pas été recouvrées par vos services. Oui, c'est bon, donnez-lui 200 000, mais il doit de l'argent, il paraît. Ah, il y a un problème. Est-ce que ça fonctionne bien ? Et d'autre part, qu'une enquête préliminaire a été ouverte par vos services à l'encontre de Dieudonné pour blanchiment, fraude fiscale et organisation d'insolvabilité. Et pourtant, il me donne 200 000, au même moment. Hey, ça va les gars ? Il va falloir répondre à tout ça. Ouais, c'est vrai qu'on a envie de savoir. Non, il y a des questions, évidemment, on va poser des questions également à Valls. On va lui demander à Valls, à l'époque vous étiez ministre de l'Intérieur, combien de spectacles de Dieudonné avez-vous déjà vu déjà ? Avez-vous consulté des membres du Conseil d'État pour rédiger votre circulaire du 6 janvier 2014 ? On aimerait bien savoir. Comme ça. Ouais, certainement une coalition. Conseil d'État, on va leur demander... Alors, Conseil d'État, vous voir s'il y a des pages. À chaque page, tu as envie de dire merde, qu'est-ce qui se passe ? Jean-Marc Sauvé, président du Conseil d'État, êtes-vous entré en relation de manière directe ou indirecte avec Manuel Valls ou des membres de son cabinet entre le 27 décembre 2013 et le 11 janvier 2014 ? Si oui, que vous êtes-vous dit ? C'est assez précis ces questions-là. Parce que c'est pas. Vous n'avez pas le droit normalement. On va poser la question aussi à Stirn. Êtes-vous rentré en relation de manière directe ou indirecte avec Manuel Valls ou des membres du cabinet ? Avez-vous vu le spectacle Le Mur ?
Non, je crains que ce soit la fin de ce gouvernement. Parce que cette affaire, si vous voulez, elle a en fait... elle démontre un peu comme un baromètre à quelle température on se trouve, quoi. Kémy, je vous l'ai dit, Kémy Séba, détenu à Fleury-Mérogis, après une conférence à la Main d'Or. Il était venu parler de son livre qu'il est en train de sortir, un père de famille, un panafricaniste convaincu, un ami. Il a été arrêté, comme un cow-boy. Parce qu'il a dit il y a 5-6 ans il trouvait que la France-Afrique, il fallait que ça s'arrête. Et là, donc, on est en prison. 2 mois de prison, il risque. Enfin là, on est en train de voir. Donc acheter son livre, déjà, ça serait pas mal. Ça lui rendrait service, c'est ça le soutien. Kémy n'est pas assez blancos pour Valls. Parce que c'est que Valls, il aime pas trop les... Non, pour lui, il manque des blancos. Non plus, je suis pas assez blancos. Mais même vous, les blancos, vous n'êtes pas assez blancos non plus. Si t'es pas israélien... malheureusement, l'État ne te considère plus aujourd'hui. Mais c'est pas le seul au Parti Socialiste à pas aimer les nègres. Il y a Gage aussi. Lui, il a dit il faut me pourrir ma vie. Parlez de moi, écoutez-le. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commis par ailleurs, eh ben écoutez, faisons-le. C'est pas de l'acharnement, c'est la force de la loi. Dura lex, sed lex. Il doit savoir que la République, c'est pas uniquement la protection de la dignité humaine, le combat contre l'antisémitisme, c'est aussi le respect des lois. S'il les enfreint, s'il optimise fiscalement, s'il fait de l'évasion fiscale, il fait tout ça, et ben écoutez, c'est pas une bonne expression. La justice ne doit pas pourrir la vie de quelqu'un. Mais non, mais attendez, moi c'est un suprématiste juif qui entend faire plier la République et mater du négro. C'est son projet. Bon, pourquoi pas. Moi, je pense qu'on pourrait aussi lui penser à lui pourrir sa vie à lui, puisqu'il veut pourrir la mienne. Donc si vous avez des informations sur la vie de Gage, je suis présent. Je suis en demande. Ça m'intéresse, je suis intéressé. Je sais qu'il est dans l'Essonne, il est au Conseil Général, ceux qui travaillent, dites-moi combien il gagne. Si on peut lui pourrir la vie à Gage, on va le faire. Puis comme on est beaucoup plus nombreux, on devrait y arriver. Gage, tu veux jouer à ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi j'aurais été pour la paix, mais bon... Quand tu es face à du belliqueux, à un moment donné, tu peux pas faire autrement. Comme Pascal Elbé, qui veut me défoncer ma gueule de nègre, souvenez-vous. En face, il y avait quelqu'un qui avait franchi la ligne rouge tellement fort, on ne doit pas se poser la question de se demander s'il faut ou pas agir, si on lui donne ou pas une rente médiatique. Il faut lui défoncer sa gueule. Et lui, son truc, c'est Israël. Il présente son pays, c'est Israël. Mais Israël, ils aiment pas du tout les négros, regardez. C'est présenté par Pascal Elbé, on a fait un petit montage pour rigoler, mais c'est chaud. Israël, c'est bien plus que ce que les médias nous en disent. Je viens ici depuis une vingtaine d'années et je continue à me faire surprendre par la richesse et la variété de ce pays en perpétuel mouvement. Ses habitants, sa manière de vivre, son histoire, tout est là pour vous séduire. Donc, apologie de terrorisme. Vous avez vu que là même, ils essayent de faire passer une loi par rapport à ça. Et moi, ils m'ont accusé en même temps d'apologie de terrorisme. C'est n'importe quoi. Enfin, il y a une enquête qui est ouverte. Enfin, ils vont enquêter nulle part dans les toilettes parce qu'il y a rien, il y a pas. Moi, vous savez, j'ai parlé de James Foley. Et donc, ils ont ouvert une enquête parce qu'ils disent que je fais l'apologie. Je n'ai jamais fait l'apologie de sa décapitation. J'ai simplement dit qu'une décapitation, il fallait la voir sous l'angle du progrès. Faut pas se faire refermer. Regardez la tête du Kanak, du grand chef Kanak athée. Elle a été rendue là. Regardez cette tête. Le chef Ataï est une figure légendaire. En 1878, il a mené la première révolte contre les colons français. Il fut décapité et l'on expédia sa tête à Paris. Elle fut étudiée par un célèbre anatomiste, Paul Broca, puis moulée et décharnée. Et puis la tête, elle est revenue en France. Et après, elle a été étudiée pour savoir comment ça marche. Parce que la France avait besoin de savoir. Donc, c'est pas de la barbarie. Peut-être là-bas aussi, ils s'intéressent à la tête de Foley pour des besoins scientifiques. Mais pourquoi pas? Pour voir exactement qu'est-ce que ça... Le tout, face à ce genre... Moi, je suis contre la décapitation, je l'ai toujours dit. Donc, on peut pas dire que j'en fasse l'apologie. Mais je suis dans la compréhension et dans le dialogue. C'est pas en disant à des gens que vous êtes des barbares qu'on va pouvoir réussir à créer un lien et à discuter.
ne peut pas organiser une compétition victimaire autour de tout ça. Hein. Donc Follet, c'est un Américain, ils ont besoin de savoir là-bas comment ça fonctionne, un crâne d'Américain. Tiens, si tu touches là, ah tiens, il ferme les yeux, tu tires le nerf, hop, ça ouvre la bouche. Peut-être qu'ils font des tests comme ça. Hein. Bon, bah les gars, ils font ça à l'ancienne. Hein. Ils ont peut-être pas des salles d'opération, ils ont peut-être pas tout ça, hein, dans le désert. Moi, je suis toujours été contre le terrorisme, en plus de ça, donc c'est pour ça que je suis à l'aise. Hein. Mais il faut que la famille Follet comprenne bien qu'on a fait ça avec le chef kanak, athée. Et puis si on dit que c'est du barbarie, ça veut dire que la France est barbare? Non, la France doit rester au-dessus de tout ça. Hein. Non, la France, c'est notre France, hein, c'est la nôtre. Hein. Mais bon, ça me permet évidemment d'aborder la question de Kader de Bobigny qui m'a écouté. Il est venu, il est là. Bon, vous voyez, à quoi ça sert hein? Moi, avec mon atelier de chansons potage, je crée du lien. Moi, je dis c'est une bonne chose, Kader. T'es toujours mieux à chanter des chansons, faire des bruits de paix, regarde, écoute ça. C'est toujours mieux que de décapiter quelqu'un. Kader, il m'a appelé, il m'a dit bon ben voilà, ton projet de garage, ça m'intéresse moyennement, mais j'ai peut-être un spectacle. Donc j'ai dit écoute Kader, tu viens, on en discute, tu te calmes. Et il m'a dit bon, j'ai pas envie de décapiter aujourd'hui, j'ai envie de faire rire les gens. C'est pas du bon boulot ça? Donc là, je dis on est bon. Hein? Donc Kader va revenir et il a un spectacle, bah, il va vous en parler. C'est bien Kader, hein. Attendez, je vais le laisser à ma place, bougez pas. Bon bah, je suis content d'accueillir Kader, ça fait plaisir. Hein, sur Kader. Kader qui revient effectivement de l'atelier de chansons potage de Poissy, c'est une bonne chose. Bravo, le parcours. Merci. Hein non, bah c'est vrai, parce que passer comme ça de l'Irak, du désert irakien à la scène parisienne, bah c'était pas joué. Oui, il fait plus chaud en Irak quand même. Kader, il fait plus chaud en Irak. Bon, Kader, je crois que c'est bon, la décapitation c'est loin maintenant. Oui. Ouais. Oui, ça y est. C'est fini. C'est fini, ouais, ça y est. Bon, on salue peut-être les copains de l'atelier chanson. Germain qui m'a beaucoup aidé, Carlos. Ouais, Alfredo. Et Alfredo, ouais. Il m'a appris chorégraphie, il m'a appris le sens de la chute, les vannes tranchantes, tout ça, c'était tranchant. C'est bien, bon, on peut dire aussi que Mehdi Ménouche, bah, il fait partie de l'atelier chanson depuis peu de temps, donc on est en train de se développer, puis d'essayer de donner un peu d'espoir aux gens. Bon, si je pose un couteau devant toi aujourd'hui, t'en es où? Si je te le pose là, tu réagis? Ouais, non, t'es pas prêt, tu vois? T'as vu? Je l'ai remarqué tout de suite. Voilà. Non, c'est bon. Le spectacle, tu l'as appelé comment? Mort de rire. Mort de rire, le titre. Et on est toujours encore un petit peu dans l'univers un petit peu de la décapitation. On est encore un peu en Irak, là. Explique un petit peu ce que tu as voulu faire. Je parle, en fait... le fait de côtoyer tous les collègues à l'atelier de chansons potage, on parlait beaucoup de la mort, en fait, c'est très présent. Et en fait, je me pose la question que se posait tout le monde, qu'est-ce qui se passe après la mort? Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une question existentielle que je me suis posée. Et tu te l'es posé la question quand tu étais dans le désert avec Follet? C'était un peu pour ça, en fait, que je suis parti. J'avais besoin de savoir... en vrai, parce que bon, je regardais sur internet, mais on sait pas. Non. Les gens, en vrai, ils savent ce qui se passe après la mort. Et je lui ai dit, d'ailleurs, c'est traduit, mais c'est pas traduit de la bonne manière. Je lui ai dit, tu me dis ce qui va se passer, tu m'expliques ce qui va se passer. Peut-être éviter de refaire parce que ça va te remettre en tête des trucs. Mais ça va, t'as l'air. C'est fini. Hein? Mort de rire. Mort de rire, c'est le titre du spectacle. Voilà. C'est qu'est-ce qui se passe après la mort. Voilà. Et que des personnages, en fait. C'est des personnages que j'ai créés, d'imagination, dont un personnage qui existait, donc que j'ai rencontré dans le désert, à qui je voulais lui donner vie, après lui avoir pris. Enfin, du coup, je me suis inspiré de tout ce qui se passe autour de la mort, les religions, parce que la mort est très présente dans les religions, et je me suis inspiré de ça pour faire un spectacle drôle. Ouais, on va voir quelques petits extraits là, tiens. Vous êtes tous morts ces dernières 24 heures? Ah mais qu'est-ce qui s'est passé vous tous là? Une manif pro-mariage pour tous en Syrie? Allez, on se détend. Vous avez sûrement dû entendre parler du printemps arabe. Si, le festival que j'ai organisé là. Le siège de sa boîte est situé à Phuket, en Thaïlande.
Il a été obligé de délocaliser, enfin. Puis là-bas, c'est vrai que la main-d'œuvre est tellement moins chère. Et les enfants tellement plus motivés. Moi, je suis super content. Et puis surtout qu'à Bobigny, tu sais qu'il y a des jeunes qui commençaient aussi à prendre exemple, à faire un peu n'importe quoi, et qui aujourd'hui, ils vont venir te voir. Donc je les incite à venir voir. Le Kader de l'Irak, c'est fini. Le Kader qui décapite, le Kader aujourd'hui, il est là et il nous fait rire. Abdullah. Et Abdoulaye. Ah, c'est du light. Oui, je parle arabe. Abdoulaye. Abdoulaye, très important. Et qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui à ces jeunes qui s'enrôlent et qui partent en Irak? Faut pas aller en Irak. Voilà. Faut pas. Il fait trop chaud. Déjà, il fait trop chaud. La crème, en plus, la combinaison, non, faut pas aller en Irak. Il faut pas décapiter les gens. Faut pas décapiter les gens. Faut pas décapiter les gens. Non, je crois que c'est vraiment un message très important. Faut pas décapiter les gens. Pas d'apologie d'actes de terroristes. Alors, ça c'est vachement bon, parce que c'est pas encore très bien compris. Mouloud de Bobigny, bon, il est encore dans ses délires, il va mal, il a un problème psychologique, et il est toujours en train de s'identifier, on sait pas quoi, et Mouloud, rejoins-nous. Mouloud de Bobigny. Rejoins-nous à l'atelier de chansons potage. Essaie de faire ressortir toute cette violence qui est en toi. Regarde l'exemple aujourd'hui de Kader. Mouloud, viens, parce que on va bien travailler. Voilà. Tu vas revenir. Toi, t'es parti loin quand même, on peut dire. T'es allé loin. T'es loin. non, mais t'es modeste. T'as quand même décapité des gens, t'as massacré des gens. Et aujourd'hui, tu nous fais rire. Et c'est ça qui est important, parce qu'il y a trop tendance à montrer le jeune de banlieue comme un potentiel terroriste. L'exemple de Kader est là pour vous dire, mort de rire. Mort de rire. Merci en tout cas. Et puis, merci beaucoup. Puis moi je serai là pour le spectacle. Alors c'est quel jour et c'est quand? Alors c'est tous les mardis soirs dans un théâtre parisien, dans le 20e. Bravo, continue. Tu es un exemple pour la jeunesse. Merci beaucoup Dieudonné, merci de m'avoir donné la chance. D'ailleurs je t'invite à mon mariage. Ouais. Si tu veux, j'ai trouvé une femme aussi. Tu vois, comme quoi. Il est du Nord. Il y a Fatima. Fatima, voilà. Il y a 15 jours, il décapite. Aujourd'hui, c'est un autre homme. Voilà. Je suis content. C'est bien, Kader. Merci. C'est bien. Merci. Voilà, c'est bon, Kader. C'est bien. Ferme-la. Alors, allez voir son spectacle, la Kader. Et je pense que Mehdi Binouche, c'est un petit peu pareil. Laissez-le moi. Vous êtes en train de fabriquer des djihadistes un peu partout dans les prisons. Pourquoi? Parce que vous faites n'importe quoi. Donc laissez faire les professionnels. Roger? Voilà, tout à fait. Roger, ça va? L'atelier de chansons potage, ça va? Ouais, toujours pas l'ordinateur. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, Roger? Non, laissez... Qu'est-ce que tu fais? Non, regardez pas. Quoi? C'est pas vrai. Oui, c'est la colombe de la paix. Eh ben... Oui, mais qu'est-ce que tu fais dans son cul, Roger? La colombe de la paix est morte. Et Roger, il est en train de pondre des œufs dans le cul de la colombe, putain. Oui, tu vas monter ton parti politique, je sais, Roger. Le PQ. Le parti de la quenelle ou du parti Pétoilette, Oui, c'est une bonne... Ah non, moi je ne ferai plus jamais de politique. C'est pas la peine de me tenter, Roger, je ne ferai pas de politique. PQ, c'est pas... C'est quoi le... torchons ensemble la République. C'est vrai qu'Américain, torcher, c'est ça, là. Non, moi je ferai pas de politique. Je veux bien te soutenir, mais je ferai pas de politique. Ah non, c'est hors de question. Non, moi c'est l'Anan Assurance. D'ailleurs, on en est à 80 000. Continuez. Là, je pense fin octobre, on sera aux 100 000. Donc là, on montre notre assurance, on s'assure nous-mêmes. C'est le début de la révolution pour moi. Alors. Non, mais je n'ai rien contre ton truc, je te soutiens. Je pense que c'est une bonne idée, une mouche à merde en plus. Moi, je pense que si Roger se présente, tu devrais. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui devraient te suivre. Tu devrais faire mieux que Hollande. Puis c'est vrai que l'idée que Hollande ait à répondre. Et alors, vous faites moins qu'une mouche à merde, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois qu'il pourra pas remonter dans le handicap. Non, je pense que les gens préféreront une mouche à merde. Je pense. En tout cas, moi, on va lancer un sondage. Sondananas. Pour les prochaines vidéos. Vous préférez François Hollande ou une mouche à merde? On va voir. Non, mais... Ou Roger la mouche, si tu veux. Susceptible parce que je m'emmerde. Alors qu'il est toujours sur la merde. Non, mais je sais, t'as un programme, Roger, mais t'es quand même dans le cul de la colombe de la paix. Donc, si tu pouvais sortir de là, ça serait un petit peu plus présentable. Quoi.
Mon neveu, Joe Damas, donc fait son spectacle aussi. Hein. Voilà, il va m'accompagner aussi en tournée. Et mon neveu, ouais. Vous vous souvenez ? Voilà. Donc allez voir son spectacle. Hein. Il a un super spectacle, vous allez voir sur l'écologie, il s'intéresse au... Ouais, bon, il a son jardin et tout, il a toujours été attiré. Bon, heureusement, ça lui, parce qu'autrement, il est trop intéressé par les jeunes femmes. Bon, on a du mal, on n'arrive pas à le caser. Ah, il se frotte toujours. La femme rose, il me dit, non, tonton, frotte la rosette. Frotte la rosette. La rosette, des fouet. Fouet la rosette. Nara na moins, nara amour à moins, nara des fouet la moins. T'es mal.